pensez pas que tout est régulé et tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil, que c'est exclusivement le meilleur qui gagne. Tout le monde le sait, qu'il y a aussi un concours de popularité. Il est très facile de fausser une prise de sang. Déjà parce que énormément de molécules disparaissent au bout de quelques jours. Donc on peut remarquer, c'est les mecs qui ont les moins bonnes génétiques qui bossent le plus. Naturellement, on peut faire de très belles choses tout seul. Juste, il faut avoir... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast où je suis tout seul aujourd'hui. Voilà, je n'ai plus aucun guest à vous présenter pour l'instant. Il y en aura d'autres qui sont déjà prévus. Si tout va bien, quand je rentre en France, j'ai déjà plusieurs podcasts de bookés qui seront forcément pas dans un studio comme celui-là. Ce serait trop beau si je pouvais l'embarquer avec moi. Mais du coup, qui seront tout simplement avec des personnes. On vous filmera ça à la caméra, donc ce sera quand même sympa. Il y aura un beau petit décor qu'on mettra en place. Donc pour que ça reste toujours qualitatif, c'est toujours l'objectif. Je veux vraiment que ce podcast reste quali, dans une mesure où je peux parler de tout, mais on va dire que je veux qu'il y ait une bonne image, un bon son pour que vous puissiez en profiter et que ce soit quelque chose qui soit plaisant à écouter. Ok ? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode où on va parler vraiment d'un sujet, on va dire, qui, je pense, intéressera beaucoup de personnes et qui pourra sûrement aider aussi beaucoup de personnes. On va parler de première prépa naturelle. Ce qui est vachement bien, c'est que actuellement, vu que le bodybuilding se développe énormément, je pense que c'est un milieu qui intéresse de plus en plus de personnes, déjà via les réseaux sociaux. Encore une fois, j'avais déjà dit dans certains podcasts, c'est quelque chose qui me plaît, je trouve que c'est vraiment bien, juste il faut que ce soit fait de la bonne manière. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se préparer quand même toutes seules. Donc, je me dis que ce podcast pourra intéresser beaucoup de personnes vis-à-vis de ça, tout simplement parce que naturellement, on peut faire de très belles choses tout seul. Juste, il faut avoir les bonnes informations, les bonnes bases tout simplement, et éviter d'écouter n'importe qui. Bon, je suis n'importe qui, mais vous pouvez avoir confiance en moi. J'ai quand même amené plusieurs athlètes naturels à un niveau de compétition assez impressionnant, autant chez les hommes que chez les femmes, naturellement, d'accord ? Donc, quand on parle de prépa naturelle, je peux avoir un avis là-dessus et donner mon avis, tout simplement parce que j'ai fait par le passé et que je continue à faire avec certains athlètes naturels et non naturels aussi, mais là, on va parler exclusivement de naturel. Je ferai sûrement un autre podcast où j'en parlerai sûrement avec potentiellement un guest. Normalement, c'est déjà booké. On est parti. Les choses déjà qu'il faut venir mettre en place avant de faire une prépa naturellement, d'accord, c'est essayer de trouver sa catégorie. Comme chez les hommes et chez les femmes, pour trouver sa catégorie, il faut aussi trouver sa fédération. Ce qui est bien, c'est qu'il existe actuellement plusieurs fédérations naturelles. En France, comme pas forcément en France, si vous êtes à l'étranger. Et contrairement à il y a quelques années, on va dire si on revient même déjà 10 ans en arrière, où il n'existait pas énormément de fédérations naturelles, mais où le bodybuilding était considéré comme naturel, parce que tout simplement, on n'en parlait pas, c'était pas quelque chose de très ouvert, on va dire que c'était quelque chose de justement tabou. Et actuellement, du coup, on a quand même une assez grosse effervescence autour de ce bodybuilding naturel-là, tout simplement parce que c'est assez accessible à tout le monde. Bon, ça coûte cher, d'accord, comme chaque compétition, mais ce qui est bien, c'est que ça donne envie, en tout cas aux pratiquants, de monter sur scène, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en place pour réguler quand même ce niveau naturel, ce qui est vraiment chouette. Donc déjà, il y a ce point de vue-là où le bodybuilding est de plus en plus mainstream, donc forcément, ça donne envie. Et le bodybuilding naturel est de plus en plus mainstream aussi. Donc on a de plus en plus de beaux athlètes, de jeunes athlètes qui arrivent sur scène avec des très gros physiques. Et du coup, ça donne de plus en plus envie aussi à d'autres personnes de se lancer. Donc ça qui est cool. Naturellement, en plus, on peut voir qu'il y a certains physiques qui ressortent du lot et qui donnent extrêmement envie justement d'y ressembler. D'accord ? On en a plusieurs représentants en France. Et à l'étranger, c'est la même chose. Ce qui est quand même super cool. Donc on a vraiment en fait cette démocratisation du bodybuilding et aussi du coup du bodybuilding naturel où on va prendre par exemple une certaine fédération en France qui est la WNBF. Je crois qu'il y a enregistré presque 250-300 enregistrements l'année dernière. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce qu'il y a une seule édition. Alors je vous laisse imaginer s'il y avait 2 éditions. Bon, peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de monde sur une seule édition, mais on va dire que ça tournerait peut-être sur 400 personnes annuelles, ce qui est incroyable. 400 personnes naturellement qui montent sur scène, c'est très très beau. Donc, point principal, déjà, trouver cette fédération. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous souhaitez commencer, on va dire,
par une compétition sans forcément trop savoir où est-ce que vous voulez aller, mais que vous êtes naturel, ça va être un petit peu en fonction de vos critères d'exigence. Forcément, on va prendre une fédération comme la WNBF en France, qui est du coup pour moi la fédération qui est la plus représentative du bodybuilding naturel, tout simplement de par son niveau, mais aussi tout simplement parce que cette fédération-là a des critères de contrôle de tests antidopage qui sont assez poussés, contrairement à d'autres fédérations, tout simplement parce que cette fédération-là, vous avez un test polygraphe qui est effectué au préalable, du coup, 6 semaines avant votre compétition, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 semaines. Donc ça veut dire que toutes les 5 à 6 semaines, vous devez refaire un polygraphe, c'est-à-dire que si vous prenez des produits anabolisants pendant votre saison et que vous refaites un polygraphe alors que votre saison dure un moment, on sait directement. Donc ce polygraphe, c'est un test normalement qui est censé être universel, donc ils ont si je dis pas de bêtises, ils ont des questions qui sont assez universelles pour tout le monde, mais il va aussi dépendre forcément de l'instructeur. Donc c'est-à-dire la personne qui va venir effectuer le test va énormément jouer sur ce test-là. Forcément, si vous avez un mec qui rigole avec vous quand vous êtes en train de mytho, c'est beaucoup plus facile que si vous avez quelqu'un qui vous regarde avec un regard meurtrier, comme si vous faites de la merde, vous allez finir en prison. C'est pour ça que ce test-là est vraiment bien, mais par contre, il est quand même à prendre avec des pincettes parce que dans certains pays, tout simplement, il n'est pas hyper bien respecté. La preuve en est que, si je dis pas de bêtises, donc là je dérive un petit peu, mais en Belgique 2024, il y avait un athlète tout simplement qui n'avait pas réussi le polygraphe à plusieurs reprises, donc pas juste une seule fois. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est produit, c'est que quelques semaines plus tard, il était à un Pro Qualifier NPC Natural où j'étais présent et où il a tout gagné. Donc il a gagné classique et bodybuilding. Donc, pour vous expliquer un petit peu les différentes fédérations et comment ça marche. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce test n'est pas infaillible non plus. D'accord, il y a sûrement des personnes qui passent dans les mailles du filet, mais ça va aussi énormément dépendre de l'instructeur qui fait le pressing sur le polygraphe. Encore une fois, comme je vous le disais, si vous n'êtes pas censé mentir, vous n'êtes pas censé mentir. Donc dans tous les cas, peu importe l'instructeur. Mais si une personne ment, c'est pour ça qu'il faut avoir un très très bon instructeur. Au moins, vous êtes sûr de plus facilement les choper. Mais déjà, le polygraphe, c'est un truc qui doit être dissuasif. C'est pour ça qu'à mon avis, je pense qu'il y a une grande partie des athlètes qui concourent dans d'autres fédérations naturelles, mais pas dans celle-ci, tout simplement parce que ils ont peur du polygraphe. Donc voilà. Donc forcément, ça c'est très dissuasif. Et ensuite, vous avez la prise de sang pour les vainqueurs. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est chaque vainqueur de chaque catégorie doit effectuer une prise de sang. Ensuite, je vous parlerai de certains trucs dont peut-être certains ont conscience et d'autres non, mais au moins vous verrez un petit peu. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une fédération qui est très régulée. Ensuite, on a d'autres fédérations, d'accord? Donc, je crois que si je dis pas de bêtises, on a la FBBN qui est du coup la fédération ICN en France, enfin à l'étranger, qui est affiliée ICN du moins, qui elle est censée faire aussi des prises de sang, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est pas forcément fait. Il faut savoir qu'une prise de sang pour du coup analyser si vous avez des stéroïdes dans votre corps, c'est je crois plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est quand même un certain budget. Encore une fois, c'est censé être dissuasif, d'accord, mais bon, moi je pars du principe que si tu es gagnant et qu'on ne te fait pas ta prise de sang, voilà. Après, très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils jugent que quelqu'un est potentiellement non naturel, je sais que du coup ils ont tendance à faire les tests. Donc voilà, on reviendra sur WNBF après parce qu'il y a des petits trucs que j'aimerais rajouter. Donc vous avez cette fédération-là, vous avez aussi la FFF, qui est la Fédération Française de Force, qui comprend du coup haltérophilie, powerlifting, etc. Et vous avez aussi du coup la partie bodybuilding. À l'étranger, je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas réellement s'ils ont une affiliation avec une fédération. Normalement, c'est la Fédération Française de Force, donc pour moi, c'est une fédération justement qui est censée être représentée aussi à l'étranger avec, du coup, ils ont une licence, à contrario de la WNBF qui n'a pas de réelle licence, donc c'est-à-dire que champion du monde, ça veut rien dire chez WNBF, même si c'est champion du monde, alors que chez la FFF, c'est un vrai titre normalement qui est censé être représentatif au niveau du pays. Donc si imaginons, mais les compètes aux Jeux Olympiques de bodybuilding, vous pourriez être représentant du coup de la France en étant champion de France de la FFF, de ce que j'ai l'impression de comprendre. Après, du coup, ça ne se fera jamais. Voilà. À savoir pourquoi. Il faut savoir aussi que dans chaque fédération, vous avez du coup des catégories, mais pas forcément les catégories que, tout simplement, vous voulez. Par exemple, en WNBF, il n'existe pas Wellness. Alors, en ICN, je crois qu'il y a Wellness. En AFBBN, je crois qu'il y a Wellness. Il n'y avait pas classique physique en WNBF jusqu'à récemment, ou du moins, il était dans certains
certains pays, mais en fait, c'était pas accepté à l'international. C'est-à-dire que vous pouvez pas gagner de Procard, par exemple. Parce que du coup, faire gagner une Procard, c'est comme ça un petit peu que ça marche en WNBF. Si vous gagnez une Procard en classique physique, vous avez le droit de concourir chez les pros, mais uniquement en classique physique. Vous n'avez pas le droit, du coup, comme chez IFBB, de gagner une Procard et de pouvoir compétitionner dans toutes les catégories. Donc, si vous voulez faire une compétition dans une autre catégorie, il faut gagner aussi sa Procard dans cette catégorie-là. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais en soi, ce qui est normal, ce qui est assez logique. Juste si à un moment vous souhaitez faire une transition par exemple de bikini à wellness, du coup il n'y a pas wellness, mais on va dire de bikini à figure, il faudra regagner sa Procard en figure et à ce moment-là du coup potentiellement passer pro figure et ensuite évoluer là-dedans. Ok ? Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Dans les autres fédérations, je ne sais pas exactement comment ça se passe en termes d'analyse, mais de ce que je crois comprendre, à chaque fois c'est toujours pareil, c'est prise de sang avec du coup test de plusieurs anabolisants. Donc vous avez les diurétiques, vous avez les SARMs, vous avez les peptides, vous avez pas mal de choses en fait qui sont assez analysées. Et je vais vous dire un petit truc, il est très facile de fausser une prise de sang. Déjà parce que énormément de molécules disparaissent au bout de quelques jours. Donc c'est-à-dire tout simplement si on prend certaines molécules type oraux, au bout de quelques jours, vous n'avez plus rien. Si on prend certaines molécules justement de type injectable, même, vous n'avez plus rien au bout de quelques jours. Donc, il y a quand même un truc où justement on peut vraiment niquer le game. C'est pour ça que le WNBF, c'est vachement bien, parce que vous avez en plus de ça le polygraphe. Je dis pas que les autres fédérations sont nulles, j'ai juste que en termes de pourcentage de chance de tomber exclusivement sur des naturels, et je parle surtout à l'international, parce que en France, à la FBBN, si vous allez vous charger pour être à la FBBN en France, franchement, vous avez pas trop de couilles, quoi. Mais du coup, vous aurez beaucoup plus de chances à l'inter de potentiellement tomber contre des athlètes non naturels. Potentiellement. Il faut savoir que WNBF, du coup, est actuellement la fédération naturelle qui est la plus représentative parce que tout simplement, ils ont le plus de pôles dans tous les pays, je crois, en Europe. Je sais pas si c'est énormément développé aux États-Unis, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns. Je crois que c'est bien développé au Canada, par exemple. Je sais pas exactement aux États-Unis, mais du coup, c'est quand même, je pense actuellement, la fédération naturelle qui a déjà le plus de régulation et au-delà de ça, qui a le plus de compétition. Donc ça vous permet quand même de pouvoir varier pas mal sur l'année. À contrario de ICN, je crois que c'est un peu moins en Europe. Il y en a quand même quelques-unes. Vous en avez aussi, là, il y en a pas mal en Australie, je sais. En Asie, il y en a aussi pas mal. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, avec la régulation, voilà. Et connaissant les Asiatiques, il y en a plein qui prennent des produits, mais qui disent ne pas en prendre. C'est vraiment impressionnant. Et moi-même, ça m'a énormément choqué. Parce que pour eux, des fois, c'est pas forcément se charger. Mais bref, soit. Donc voilà, bien sûr, je dis pas que tout le monde fait ça. Je dis encore pas que ces fédérations-là utilisent des produits anabolisants et qu'ils le dissimulent. C'est pas du tout ce que je dis. A contrario, chez WNBF, vous avez du coup la possibilité de faire des prises de sang en off-saison des athlètes. Et ça, c'est un truc qui est quand même bien. C'est-à-dire que vous avez des tests inopinés comme ça. Lors justement, par exemple, je sais que certaines fédérations, certaines compétitions, lorsqu'elles organisent du coup des événements avec des athlètes et qu'elles invitent des guest poseurs, ont tendance à dire écoutez, on va vous tester, quitte à avoir du coup les tests, allez on va le faire. Et j'ai entendu certaines rumeurs qui diraient que les tests qui sont faits du coup aux pros lors de ces fameuses compétitions étaient tout simplement du mytho. Donc, ils disent tout simplement aux guest poseurs, du coup, qu'ils vont les analyser, donc prise de sang, etc. Et que soi-disant, ce serait passé sous radar après quand c'est en backstage, en mode, on s'en fout, on fait style qu'on va vous tester, mais pas du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne dis rien, je vous laisse vous faire votre propre avis dessus. En fait, le souci étant que quand vous avez, du coup, des fédérations qui présentent des athlètes naturels toute leur vie, et que ces athlètes disent eux-mêmes qu'ils sont naturels, que ce sont les stars de cette fédération-là, forcément, vous pouvez pas vous permettre de dire derrière « Oh non, il est dopé ». Ça passerait pas. Donc, comme tout simplement, il y a des stars chez IFBB, comme il y a des stars... mais il y a aussi des stars chez WNBF, ce qui est normal.
Et puis ces athlètes-là, voilà, ils ont des sponsors, ils ont des trucs comme ça, il y a des affiliations, il y a un petit peu, on va dire, en fait, c'est un petit peu l'envers du décor du bodybuilding, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a des coachs qui sont affiliés aux shows, qui payent les shows. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça depuis des années, mais c'est de plus en plus présent parce que, ben, il y a de plus en plus d'argent dans le bodybuilding. Au-delà de l'image que vous avez sur les réseaux sociaux, si votre athlète gagne sur une scène, que c'est le plus beau, que c'est le meilleur athlète, forcément, l'image que vous allez en tirer, elle est quand même meilleure. Donc en termes de business, pour l'athlète et pour vous, c'est génial. Donc un petit billet, c'est toujours bien payé. Mais derrière, quand ça se sait, l'image... En fait, le truc, c'est que c'est des trucs qui se savent dans le bodybuilding. C'est comme dans tous les sports. Hein. C'est là où justement, il faut arrêter de se leurrer la face. Il y a énormément de sports où tout est payé. C'est-à-dire que quand vous voyez une équipe incroyable perdre face à une équipe de merde, au foot par exemple, ne pensez pas que tout n'est pas calculé. Ok ? Il y a énormément de choses qui... après on parle, là ça part un petit peu en complot, mais ne pensez pas que tout est régulé et tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil, que c'est exclusivement le meilleur qui gagne. Tout le monde le sait, qu'il y a aussi un concours de popularité, il y a un concours de qui est qui. Voilà. Et on va dire que c'est assez compliqué à déceler. Même si des fois c'est hyper flagrant, c'est assez compliqué à déceler. Ce que je voudrais dire juste, c'est ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Choisissez votre fédération, choisissez votre catégorie. Et si après, comment les choses sont faites, vous n'aimez pas ça, changez tout simplement de fédération. Mais dites-vous que dans chaque sport, il y a de la triche et qu'il y aura toujours de la triche et que s'il y en a dans d'autres sports, il y en a aussi dans le bodybuilding et que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme les personnes qui fraudent fiscalement, ben, elles sont toujours au ras du fil. Voilà, les gens jouent avec les règles en permanence, l'humain est comme ça, donc c'est quelque chose qu'il faut vous dire. Vis-à-vis, vous, de ce que vous devez faire, c'est pas vous prendre la tête à ces mots-là, surtout c'est votre première compétition. Après, si vous souhaitez vous développer là-dedans et qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, forcément, peut-être soit essayer de développer, de jouer les mêmes règles. Moi, c'est ce que je vous conseille, de jouer les mêmes règles, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'être présent sur les réseaux sociaux pour gagner, bah, jouez au même jeu, d'accord ? Et ça, il y a des grands noms du bodybuilding actuellement qui ont commencé enfin à comprendre ça, parce que forcément, quand vous êtes un peu plus âgé, vous jouez pas forcément le jeu, et vous avez eu du mal à vous dire ça. C'est vrai que on pourrait dire que le bodybuilding, c'est juste un concours de physique, mais c'est pas que ça. C'est un concours de popularité, un concours de charisme aussi sur scène, un concours de charisme, mais en dehors de la scène aussi. Donc voilà, il y a tout ça qui joue. Ok ? Ensuite, on part du coup du principe que vous avez choisi votre catégorie, vous avez choisi du coup là où vous voulez vous diriger. Il faut se dire que la catégorie va être non définitive, mais il va falloir se dire que la catégorie doit être déterminée par la génétique. Ce qui est vachement bien, c'est que la génétique, c'est important, mais elle ne prend pas en compte que la structure. Elle prend en compte votre capacité à prendre du muscle, elle prend en compte votre capacité à sécher, le mental aussi que vous avez. Moi, je prends le mental d'une personne dans la génétique, hein, parce que tout simplement, le mental, tu peux le travailler, mais on va dire que tout ce que tu as vécu avant fait en sorte que justement tu arrives ou non à la fin de ta prep, que tu triches ou non sur ton plan. C'est exclusivement du mental, hein, pour tout le monde, sur la fin d'une prep. Mais du coup, moi, je le compte dans la génétique, c'est-à-dire que vous avez des mecs qui peuvent avoir des très très bons physiques, des capacités à avoir justement une shape incroyable, à progresser très très bien sur une prise de masse. Et derrière, vous avez des personnes justement, ces personnes-là qui n'arrivent pas justement à encaisser un déficit et qui, au bout de 10 semaines de prépa, quand elles commencent à descendre en dessous d'un certain grammage de carbs, trichent sur la prep. Donc, la mentalité est très importante là-dedans parce qu'en fait, c'est tout ce que vous allez vous créer autour de ça qui va faire justement que vous serez un bon athlète aussi. Il y a aussi beaucoup d'athlètes qui n'ont pas les reins assez solides vis-à-vis du bodybuilding, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui demande quand même du temps. Donc c'est de l'entraînement, c'est de la diète, c'est de l'organisation. Et puis, forcément, quand vous n'avez pas justement on va dire, l'environnement et le mental pour faire ça toute votre vie, bah c'est compliqué. Et c'est quelque chose
que je conçois complètement. Hein. Pour moi, on n'est pas tous faits. Quand on dit qu'on n'est pas tous faits pour être bodybuilder, c'est pas des conneries. Hein. Dans mon cas personnel, je sais que je ne veux pas faire ça toute ma vie. Je sais que je ne suis pas un bodybuilder à plein temps. Je sais qu'en off-saison, je suis beaucoup moins strict que plein d'autres peuvent l'être avec eux-mêmes. Est-ce que c'est pour autant que je ne progresse pas? Pas du tout. C'est juste que c'est mon équilibre à moi qui me permet justement de pouvoir faire ça depuis 4 ans. 4 ans environ. Voilà. Donc depuis 4 ans. Pourtant, j'ai pas fait 4 saisons. J'ai pas fait des énormes shows. J'ai pas fait des énormes podiums. Mais pour autant, je fais ça H24. Mais H24 à mon rythme. Il y a des gens qui progressent bien mieux que moi en un an. Et vous en avez plein des exemples. Donc voilà. Ce que je dirais juste, c'est il faut se rendre compte que votre génétique, du coup, sera hyper dépendante justement aussi de votre capacité à vous mettre dans le plan. Donc, encore une fois, je préfère un mec qui a une mauvaise génétique, par exemple, de base, et qui reste le plus longtemps possible à suivre son plan. Et très souvent, d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est les mecs qui ont les moins bonnes génétiques qui bossent le plus. Et ça j'ai beaucoup de copains qui seront d'accord avec moi. Mais quand vous avez justement une bonne génétique, qu'en plus vous êtes un vrai bosseur, vous avez des physiques incroyables qui en ressortent. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc voilà. Et à partir de là, votre génétique déterminera votre catégorie, mais pas votre catégorie définitive. Attention. Et c'est bien là où justement c'est très important, c'est qu'il y en a plein qui disent oui, il faut par exemple une génétique pour du classique physique. Moi je trouve qu'il faut beaucoup plus une génétique pour du men's physique par exemple que pour du classique physique. Une génétique typique de men's physique, en fait si vous êtes capable de faire classique physique, si vous êtes capable de faire men's physique, très souvent, bon, à moins que vous ayez vraiment zéro cuisse, vous pourrez aussi passer sur du classique physique. On va dire que c'est beaucoup moins compliqué de réussir à développer un physique classique physique, même s'il y a les cuisses à prendre en compte dedans. On va dire que un mauvais classique physique en se développant deviendra très souvent un meilleur classique physique qu'un mec qui a une mauvaise génétique men's physique qui essaye de développer en men's physique. Je sais pas si vous voyez un petit peu le subterfuge. Donc, forcément, moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément trop vous prendre la tête avec votre catégorie. Dites-vous que si vous voulez aller dans cette catégorie-là, il faut que votre physique soit au niveau pour pouvoir rentrer dans cette catégorie-là. C'est ça le plus important. Donc si, imaginons, il vous faut 2-3 ans avant de monter sur scène pour justement avoir un physique qui soit convenable pour cette catégorie, à ce moment-là, prenez le temps. Prenez le temps. Est-ce qu'il faut le faire tout seul ou avec un prépa? Ça, c'est vous et vos ambitions. Encore une fois, c'est sûr que potentiellement, si vous n'êtes pas à même à vous coacher tout seul, et du moins lors d'une prépa, peut-être qu'avoir justement un coach pourra vous aider. Et c'est là où justement, moi je sais que ma première compétition, je suis content d'avoir fait tout seul, mais j'ai compris jusqu'où bloquer mes capacités. Et en tout cas, j'avais surtout conscience de là où je voulais aller. Et c'est là où, si vous êtes quelqu'un, vous voulez passer professionnel, vous êtes sûr que vous voulez faire ça, vous adorez faire ça, à ce moment-là, peut-être prenez un coach. Est-ce que ce sera la meilleure décision? Dans 98% des cas, oui. Même si le coach n'est pas forcément excellent. En fait, à partir du moment où le coach est meilleur que vous, qu'il a une vision d'ensemble bien plus poussée que la vôtre, vous serez toujours gagnant. Au moins sur du court terme. Enfin, au moins sur du court terme. Court, moyen terme. Est-ce qu'ensuite, dans 2-3 ans, vous serez peut-être mieux capable de vous gérer? Sûrement. Donc voilà, moi ce que je dis juste, c'est quoi? C'est que ça vous fait gagner un temps infini. C'est-à-dire que potentiellement, au lieu de monter sur scène dans 2 ans, vous monterez peut-être sur scène dans 1 an. Ou peut-être que justement, votre coach il vous dira, bon non, on monte sur scène plus tard. Donc à partir du moment où vous savez quelle catégorie vous voulez faire, vous savez ce que vous aimez, très souvent actuellement, il y a une hype autour du classique physique que je peux complètement comprendre parce qu'on a des physiques très esthétiques, d'accord? Des physiques qui soient beaux sur scène, mais aussi en dehors. Et forcément, on a du coup envie de partir sur cette catégorie-là. Je comprends complètement. Donc, partez vers la catégorie qui vous correspond, certes physiquement, mais aussi celle que vous avez envie de faire. Et à ce moment-là, vous développez votre shape. Forcément, on va prendre un exemple très simple. Vous voulez faire du classique physique, il vous faudra forcément des gros bras et des grosses cuisses. Mais on voit aussi qu'il faut un gros dos, et ça, c'est assez indéniable. Vous voulez faire du men's physique, il faut des gros pecs, un gros dos, une grosse chaîne scapulaire, parce que c'est vraiment un truc qui est très prédominant chez les men's, pas forcément des bras énormes, et les cuisses, on va dire qu'il faut qu'elles soient correctes. Mais surtout, une très belle sangle abdominale, et c'est là justement ce que je disais,
où il faut justement une génétique plus importante, je pense qu'on va dire une génétique vraiment adaptée pour du men's, parce que il n'y a pas tout le monde qui a des beaux abdos. Et ça pêche assez fortement chez les men's. Donc voilà, donc des beaux abdos, de belles épaules, de beaux pecs, de beaux trapèzes, d'accord. Et ensuite, après le reste, ça se développera avec le temps. Et ensuite, on va prendre chez les nanas, où il y a beaucoup de nanas qui veulent faire du wellness. Mais déjà, il n'y a pas toutes les fédérations qui font du wellness. Donc, comme j'ai dit, il y a WNBF et ICN AFBB, enfin ICN AFBN, autant pour moi, et il y a les FFF, mais il y a aussi NPC Natural. Encore une fois, NPC Natural, comme je vous ai dit, petit bémol, juste des prises de sang, et encore, je crois que c'est même, vous faites pipi dans le bocal, je crois que c'est ça. C'est même pas des prises de sang. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Je crois que c'est vraiment juste vous pissez dans un truc. Sachant que dans l'urine, ça part encore plus vite que dans le sang. Donc voilà, et sachant qu'on peut camoufler des trucs. Petite anecdote, j'avais un collègue quand j'étais à l'armée qui avait été surpris en train enfin, il y avait des suspicions comme quoi il fumait des joints. Ils lui ont fait faire pipi dans un truc. Et en gros, il avait eu vent qu'il allait faire pipi dans un truc, dans un bocal, et il a pris un truc qu'il a acheté sur internet, du coup, qui lui a éliminé complètement les toxines de son urine en très peu de temps. Donc du coup, il a pris ça, et en fait, il a été testé négatif, du coup. Donc, pour vous expliquer un petit peu, alors qu'il avait fumé 24 heures avant. Donc en fait, on peut toujours tromper le truc. Donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que ces tests urinaires, c'est pas suffisant, mais c'est pas moi qui choisis. Ce qui est très chiant, c'est que quand vous êtes soit athlète, soit coach, et que vous savez qu'en face de vous, je prends l'exemple du mec justement qui a gagné à NPC, parce qu'en plus, cette mauvaise personne a gagné la catégorie en classique et en bodybuilding, enfin la catégorie, l'overall classique et l'overall bodybuilding. Donc il a gagné les 2 procards. Donc ça veut dire qu'il a volé 2 procards à 2 personnes. Pas juste à une, mais à 2. Il aurait pu au moins s'enlever d'une des procards, enfin au moins d'une des catégories, mais il n'a pas fait. Donc bref, on en pense qu'on en veut. Moi je trouve ça un petit peu moyen, un petit peu just. Et surtout qu'en plus, quand la veille tu ne passais pas, enfin 2 semaines avant, tu ne passais pas les tests polygraphes d'une autre fédération naturelle. Voilà. On en pense qu'on en veut, mais moi je trouve ça un petit peu abusé, un petit peu foutage de gueule. Donc voilà, donc vous avez NPC, donc IFBB naturel, où j'emmène aussi plusieurs athlètes. Personnellement, j'aime beaucoup cette fédération parce que c'est IFBB, et que ce qui est extrêmement bien, c'est que vous pouvez, avec cette procard NPC, donc IFBB, déjà concourir en non naturel, ok, chez les pros. Donc vous pouvez monter sur les plus beaux plateaux pro non naturels, et ça c'est vraiment assez incroyable. Donc c'est-à-dire vous pouvez aller faire le New York Pro, vous pouvez aller faire le Pittsburgh Pro, vous pouvez aller faire potentiellement les Arnold, donc Arnold UK, la Arnold Ohio, si je dis pas de bêtises, donc aux États-Unis. Donc vous avez quand même pas mal de compétitions que vous pouvez faire, des très très belles compètes, et aussi vous qualifier pour Olympia. Après, du coup, je reviens un petit peu là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un Ben Vedder naturel pro qui vous permet de vous qualifier aussi à Olympia. Donc il y a des naturels en classique physique et dans plusieurs fédérations, dans plusieurs catégories, qui se sont qualifiés à Olympia naturellement, d'après ce qu'ils disent. Et encore une fois, on en pense qu'on en... Il y a certains physiques qui sont très impressionnants pour les naturels. C'est juste ce que j'aurais à dire. Mais, encore une fois, ils font partie d'une élite de base. Donc c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce que j'aime me dire, en tout cas du moins que ces gens font partie d'une élite. Après, s'ils sont topés en train de tricher, bah écoute, moi je ne les crois plus. Comme ce mec justement qui a triché à WNBF et qui s'est présenté chez NPC. Je sais pas si ça a ruiné sa carrière ou quoi, mais en tout cas, voilà. On en pense qu'on en veut. Moi je trouve que c'est un petit peu dégueulasse et j'espère que je ne le verrai pas gagner un pro show NPC. Et du coup, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez en fait compétitionner quand même avec du coup des très très gros athlètes, et ça c'est assez incroyable, c'est assez sympa. Donc en fait la procard naturelle et la procard non naturelle se valent. Il y a des gens qui sont pas contents par rapport à ça, moi je trouve que c'est super bien. Donc voilà.
Et puis au-delà de ça, chez NPC, c'est le seul endroit où vous avez du coup des NPC Natural Wellness. D'accord? Ce qui est vraiment bien en fait, c'est que c'est une fédération qui du coup qui est considérée comme naturelle et vous avez Wellness, chose qu'il n'y a pas dans les autres fédérations. Alors vous avez chez ICN, mais encore une fois, c'est pas les mêmes types de physiques. Donc vous avez vraiment en fait des physiques qui sont beaucoup moins gros. Alors que là, si vous avez vraiment une génétique Wellness et que vous voulez être naturel, vous avez la possibilité d'aller là-bas. Donc ce qui est quand même super bien. Et pour en avoir vu des wellness naturels à la compétition, du moins, elles sont censées être naturelles, elles n'ont pas été du coup jugées comme non naturelles, elles sont quand même énormes. Donc même si vous voulez être wellness, vous avez cette possibilité du coup de pouvoir l'être à travers cette fédération-là. C'est quand même super cool. Néanmoins, il y en a aussi beaucoup, du coup, on reparle de génétique, qui veulent être wellness naturel, mais qui ne sont pas forcément capables de l'être parce qu'elles n'ont pas la génétique. Wellness, c'est vraiment une génétique très à part. En fait, à contrario justement de figures où vous pouvez, voilà, essayer d'adapter. Bikini, pareil, où c'est pas pour rien qu'il y a énormément de femmes qui sont en bikini. Voilà, il y a quand même beaucoup de bikinis et beaucoup de figures, on va dire plus de figures que de wellness, de vrai wellness. Parce qu'il y en a plein qui montent sur scène en étant wellness, ou en se disant wellness, et qui n'ont pas justement lâché pour. Et c'est très dur à dire, mais c'est vraiment une catégorie qui est hyper complexe. C'est-à-dire que vous devez, déjà, quand vous êtes chargé, rien que ça, avoir une structure qui fasse que vous êtes fait pour ça, mais encore quand vous êtes naturel, mais c'est encore pire, parce que du coup, vous mettrez encore plus de temps à juste développer vos cuisses. Parce que là, c'est pas juste développer un physique globalement, là, c'est vraiment que des cuisses. Et déjà que chez les hommes, chez Classic Physique, c'est compliqué, mais on va dire que avec le haut du corps, vous pouvez au moins essayer d'ajuster. Si vous avez un petit peu moins de bas, mais quand même du haut du corps, vous avez possibilité de gagner. Là, vous avez uniquement le bas. Voilà, chez Wellness, on veut uniquement le bas. Donc, on veut un haut du corps de bikini, d'accord, une dureté de haut du corps de bikini et un bas du corps énorme. Un bas du corps vraiment, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, donc c'est pour ça que déjà naturellement, je trouve ça super compliqué. Il faut vraiment avoir une génétique de malade. Et au-delà de ça, ensuite, en prenant des produits, il faut du coup, on va dire que ce sera un petit peu plus facile, mais ce sera quand même très complexe. Justement parce qu'on en revient avec cette structure où il faut vraiment un bas du corps de poney. C'est littéralement ça. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui adorent cette catégorie wellness, mais dites-vous que vous ne vous rendez pas compte du niveau de certaines bikinis, je pense. Parce qu'il y en a plein, du coup, qui veulent être wellness en se disant, ouais, mais les bikinis, elles sont toutes gringalettes. Allez sur des shows, regardez les bikinis en direct, allez en backstage avec elles, vous allez être choqué de certaines. Vous allez être vraiment choqué de certaines. Moi-même, je disais, oui, la catégorie bikini, c'est une catégorie un petit peu moins musclée. Ma chérie Noémie est très musclée comparée à certaines nanas que j'ai déjà pu voir, même j'ai déjà vu en backstage sur des petits shows, des petits shows, donc des régionaux. J'ai vu aussi en backstage avec d'autres nanas sur des pro qualifiers. Je crois que vous vous rendez pas compte du niveau qu'il peut avoir. Et encore plus sur des pro shows. Parce qu'en fait, on se dit, on le voit à l'écran, on se dit, waouh, la ligne est géniale, la fille, elle est bien galbée quand même, on se dit, ça va. Mais non. Allez vraiment dans des backstage et vous comprendrez. Moi, j'ai été surpris de la grosseur des cuisses de certaines qui avaient les mêmes cuisses que moi. Bon, j'exagère peut-être, mais des cuisses tellement grosses qu'on dirait pas que c'est des bikinis. Voilà. Donc, mettez votre ego de côté quand vous vous dites, ouais, moi, je veux être wellness, parce que déjà, c'est une génétique très à part. Et au-delà de ça, c'est quoi? C'est que potentiellement, vous n'arriverez pas à atteindre cette catégorie-là, même avec 4-5 ans d'entraînement. Peut-être que dans 4-5 ans, vous aurez envie de faire autre chose. Donc peut-être que restez dans votre catégorie de prédilection, sachant que les femmes, on sait qu'elles prennent moins de muscles que les hommes, c'est normal. Naturellement et non naturellement, bien sûr, même si non naturellement, il n'y a pas besoin d'énormément pour pouvoir prendre du muscle. Chez une femme, d'accord? On voit les coachs qui mettent des protocoles des protocoles d'hommes aux femmes. Mais tout simplement, vous aurez besoin d'énormément de temps potentiellement pour développer vos cuisses. Et moi-même, ça m'arrive d'avoir des clientes qui veulent faire du wellness. Je leur dis, t'as pas la génétique pour. Et là, juste récemment, une cliente à moi qui de base était partie pour faire du wellness
IFBB, donc IFBB Elite, donc des poses où on voit encore plus les quadriceps que sur du NPC, donc du IFBB Pro League. Et je lui ai dit au bout d'un moment, bah écoute, là, de ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même en développant très peu ton haut du corps, en vraiment se focusant que sur le bas, tu prends beaucoup plus du haut, t'as pas un galbe de quadriceps comme ce qu'on voudrait chez une wellness, t'as par contre des très beaux ischios, le bas du corps est super bien, elle a des beaux adducteurs, elle a un fessier qui est prédominant vraiment sur sa génétique, et chez les figures par exemple, c'est vraiment un truc qu'on aime voir, c'est gros fessier, gros ischio, mais surtout un gros fessier bombé, pas trop strié, et des bons quadriceps bien secs quand même, avec un beau galbe, mais pas un énorme galbe comme ce qu'on peut voir chez les wellness. Puis au-delà de ça, c'est même la taille de fémur était pas bonne, donc ça aurait pu passer chez IFBB, mais vu qu'elle a des objectifs de compétition long terme, d'accord, pour l'instant, elle est toujours naturelle, d'accord, mais elle a une très très grosse masse musculaire. Pour vous donner un petit peu un exemple, elle fait là, on est en période de fin de cut, donc elle se reconnaîtra. Elle est vers 73-74 kg pour 1m75. Et elle a déjà les quadriceps qui commencent à être fibreux sur le vaste externe. Donc voilà, pour vous dire un petit peu le gros bébé que c'est. Puis elle a un très gros haut du corps, mine de rien. Elle a un très bon haut du corps qui peut encore se développer, d'accord ? Mais on va dire que elle a un très beau dos, une très belle ligne pour pouvoir justement faire du figure. Et du coup, on a switch de catégorie parce que en voyant que même en forçant sur le bas du corps, et ce qui est bien, c'est que quand vous avez des athlètes comme ça qui sont un petit peu ouverts justement sur le fait de switch de catégorie, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est le bodybuilding, mais c'est vraiment cool parce que tu peux vraiment travailler là-dessus. À l'inverse, ceux qui sont un petit peu fermés là-dessus, c'est assez chiant. C'est-à-dire que t'as beau leur dire, écoute, ça serait pas mal qu'on change de catégorie, surtout quand tu les vois dans une autre caté, c'est un peu compliqué, sachant que en fait, toi, t'as l'œil extérieur pour repérer justement les profils qui seraient plus à même à se développer. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime faire, c'est-à-dire que je vois un profil, je me dis, ok, lui, il peut vraiment bien se développer dans cette catégorie-là. Du coup, en fait, ça me fait chier quand la personne me dit, non, je veux faire ça. Je dis, ok, pas de problème. Mais tu pourras sûrement moins performer. Et il y en a plein qui sont comme ça, et même à haut niveau, hein, des fois ça arrive justement d'avoir des personnes justement à très haut niveau qui indirectement, mais au bout d'un moment, deviennent trop grosses pour leur catégorie. Chez les femmes comme chez les hommes. Voilà, il y a des mens qui grossissent trop et qui sont trop énormes et qui changent de catégorie. Bon, très souvent, il y a un retard cuisse quand même à rattraper dans ce moment-là, mais vous avez des classiques aussi qui passent en body, ou voilà, bon après c'est un long processus, surtout quand vous êtes pro, c'est quand même un peu plus compliqué, mais on va dire qu'il faut pas aller non plus à cet encontre-là. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à être au poids, alors que vous prenez, on va dire même en naturel, que vous avez du mal à être au poids justement en classique, parce que vous avez une structure qui fait que, à ce moment-là, faites pas du classique. Je sais pas s'il y a une limite de poids chez WNBF, je sais plus du tout ça. Donc voilà, c'est le seul truc que je vous dirais, c'est ça. Donc à la base, on était parti sur la prep naturelle qui est complètement dérivée, mais du coup, ça pourra potentiellement faire l'objet d'un second podcast. Écoutez, je vais essayer de vous donner d'autres pistes, et je continuerai sûrement à ce moment-là sur un prochain où je développerai un petit peu plus. Mais à partir du moment où vous avez choisi votre catégorie, que vous avez commencé à développer, il va falloir planifier un petit peu tout ça. Pas forcément planifier votre compétition, mais essayer de se dire, ok, mon but c'est d'arriver à ce physique-là. Je pense qu'avec le temps qu'on va y mettre, soit on mettra 2 ans, soit on mettra 3 ans, soit on mettra 1 an, soit on mettra 6 mois, d'accord ? Mais le plus important, c'est de vous donner des deadlines un petit peu, de vous donner des objectifs. Ok, bon dans 1 an, je dois avoir mon bas du corps qui doit avoir bien rattrapé mon haut du corps. Un exemple. Ok, dans 1 an, je dois avoir mes bras qui ont rattrapé mes cuisses. Un exemple. Ok, dans 1 an, voilà, en gros, vraiment, vous mettez des objectifs en place. Et ensuite, à partir du moment où, moi, ce que je vous conseille, c'est vous avez une compétition qui est en tête. Donc, exemple, WNBF France qui est en septembre-octobre. Vous savez que vous voulez faire cette compète-là. Vous savez que vous aurez besoin de plus d'1 an pour développer votre physique. Très bien. Vous arrivez 1 an avant la compétition, donc qui est vers septembre-octobre. Donc là, imaginons, vous arrivez cette fin d'année. Vous savez que vous vouliez monter sur WNBF. Vous prenez une rétrospective. Ok. Là, j'ai ce physique-là 1 an avant. Je sais que je veux me laisser à minima 20-25 semaines de prep. Naturellement, je sais ce que je vous conseille de faire, donc de planifier 20-25 semaines de prep pour avoir du temps, parce que vous n'avez pas de brûleur, vous avez potentiellement moins de capacité aussi à garder du muscle, ce qui est normal. Vous savez que vous voulez faire cette pompe et vous adorez ça.
Donc, vous êtes là, vous vous dites, ok, je suis 1 an avant, donc j'ai peut-être 5 mois de prépa. J'aimerais du moins me laisser environ 4 semaines de battement avant le début de cette prep. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours un battement entre votre période de prise de masse et votre période de prépa. D'accord? Est-ce que j'ai le physique adéquat pour pouvoir monter sur scène, sachant qu'il va me rester que 5 mois potentiellement de prise de masse? Et là, faut être honnête avec vous-même. C'est pour ça qu'un coach, c'est génial, c'est que lui-même pourra vous dire, ok, là, je sais qu'on a la masse nécessaire, je sais qu'on peut gratter encore un petit peu sur certains points faibles, je sais qu'on peut monter sur scène, voilà. Après, si vous êtes vraiment, vous avez trop d'ego et que vous dites, non, je m'en fous, je veux monter, voilà, c'est libre à vous. Faut se dire que plus vous serez musclé sur des groupes musculaires, du coup, qui sont potentiellement faibles, plus vous aurez de chances d'être sec dessus. Et très souvent, c'est les mêmes endroits qu'on retrouve. Fessiers, quadriceps, et le haut du corps, très souvent, est plus sec que le bas, en tout cas, sur vos premières années de musculation. Très souvent, c'est plus le bas, les fessiers, les ischios, les adducteurs, les quadriceps, qui ont tendance à être un peu moins secs, le bas du dos. Donc là, c'est à vous, justement, de potentiellement vous dire, ok, est-ce que j'ai assez de masse musculaire à ces endroits-là? Et ensuite, du coup, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas trop d'ego, vous pourrez répondre à votre question vous-même. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est de planifier 20-25 semaines et de vous dire que sur ces 20-25 semaines, en fonction du coup de votre taille, vous voulez perdre entre, allez, 0,5% de votre poids de corps par semaine. Donc, on va dire sur 25, alors on va le dire différemment. Sur 25 semaines, vous voulez perdre entre 10 et 12% de BF. Voilà, 10 à 12% de BF. C'est un rythme qui est correct parce que ça vous permettra quoi? Ça vous permettra du coup, en perdant 0,5% de body fat par semaine, une moyenne, bien sûr, d'avoir un rythme qui sera convenable. D'avoir un rythme qui sera pas trop exigeant. Et au-delà de ça, c'est quoi? C'est que ça vous limitera votre perte de masse musculaire. Elle est vraiment là, en fait, en gros, ce calcul-là, il est vraiment présent pour limiter la perte de masse musculaire tout en optimisant votre perte de gras. Chez une femme, c'est pareil, d'accord? Si on prend une femme de 60 kilos, allez, 70 kilos, on va dire, et que elle doit perdre 12% de BF, parce qu'on parle de body fat, qu'on va dire, l'objectif, en gros, elle doit descendre pour la catégorie figure à 6-7%. Si on parle du principe qu'elle doit perdre 12% de body fat, donc 6-7%, on va dire à 6%, ça voudrait dire qu'elle doit démarrer sa prépa en étant à 18% de body fat. Et en gros, ça vous permet de planifier. Ça vous permet de planifier à combien vous voulez vous situer. Et c'est là où justement le boulot d'un coach, il est vraiment ici, c'est d'analyser le physique et de se dire, ok, là, je veux que mon physique, il soit comme ça en début de prépa. Parce que s'il n'est pas comme ça, je sais que je vais devoir tirer plus, je sais que potentiellement j'arriverai pas en condition, et je sais que je vais me retrouver dans la merde. Ok? C'est vraiment ce que je vous conseille. C'est, en tout cas, du moins pour une première prépa, d'analyser les choses comme ça et de se dire, ok, je veux que ce soit comme ça. Ensuite, avec un petit peu plus d'expérience, vous pouvez ajuster ça. Je vais prendre du coup mon exemple avec Maria, qui est une athlète en figure naturelle que je coach, qui a fait déjà une saison NPC en 2024, où justement elle a fini 3e à un overall, à un pro qualifier, en arrivant assez conditionnée, pas de souci d'ailleurs de condition. On lui a dit qu'elle était trop sèche sur les cuisses, mais pour moi c'est du bullshit parce que les autres étaient aussi conditionnés. Peut-être qu'elle était un peu plus sèche que les autres sur les cuisses, mais on n'a pas eu de souci au niveau de la condition. On a eu un souci au niveau de la masse musculaire. Du coup, cette prépa, j'ai fait les choses différemment. C'est-à-dire que je vais la tirer sur moins de temps. On a à peu près le même body fat que quand on a commencé notre dernière prépa. Elle est plus lourde, mais en fait, le body fat qu'elle a, je sais que, en gros, cet endroit-là, il va partir très très vite. Sur les zones récalcitrantes, elle en a beaucoup moins. Et ça, du coup, c'est nickel. Parce qu'en fait, on démarre une prépa avec moins de gras aux endroits qui ont été récalcitrants. Du coup, forcément, je sais que même si on a du poids à tirer, même si on a du gras à enlever, ces zones-là seront beaucoup moins un problème. Et en fait, tout on va dire, le muscle qu'on aura perdu sur sa première prep, on le perdra pas sur celle-ci. Et du coup, c'est pour ça qu'elle sera plus lourde. Et c'est ça ce qui est vachement bien. C'est que moi, mon objectif actuellement, c'est d'avoir moins de temps de prépa
parce qu'on avait eu 30 semaines, je crois, ou 36 semaines. C'était énorme, parce qu'elle a fait vraiment une prépa très très longue, parce qu'il n'y avait pas trop de compétences NPC naturelles à l'époque. Enfin, il y a 2 ans. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et du coup, forcément, vu que du coup, sa prépa, elle sera plus courte, elle sera potentiellement aussi plus intense au début, on aura plus de chances de maintenir la masse musculaire, justement parce que j'aurai moins à tirer aussi et moins à venir essayer de descendre, de remonter pour pas trop qu'elle perde de masse musculaire, pas trop qu'elle perde de performance. Donc voilà, après, ça encore une fois, c'est à jauger en fonction de votre niveau. Sur votre première prépa, je vous conseille juste de prendre le temps, d'arriver prêt vraiment en avant. Parce que dans tous les cas, vous serez plus serein. Alors, je dis pas que ce sera facile, d'accord, parce que ça va être dur, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Arriver prêt sur scène en ayant chié, ou arriver pas prêt sur scène et en ayant chié quand même, et encore plus sur la fin. Oui, le truc c'est que dites-vous, dans tous les cas, vous allez canner. Dans tous les cas, ça va être dur. Ok? Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez le mental aussi pour ça? C'est là où justement, on est tous différents à ce niveau-là. Moi, je sais que je suis capable d'encaisser des déficits très 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 poussés, très très forts d'un coup, mais je sais que sur la durée, je suis un peu plus faible. Je préfère voir du résultat très rapidement plutôt que pas en voir du tout. Je préfère vraiment me détruire comme il faut plutôt que pas en voir du tout. Il y en a d'autres, ils préfèrent justement des prépas plus longues. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour votre première, pour être sûr d'arriver prêt, faites des prépas longues. Donnez-vous des objectifs. Ok, je sais qu'au bout de 12 semaines, je veux être à ce poids-là, parce que vous avez calculé par rapport à votre taux de masse grasse que vous voulez, à votre pourcentage de masse grasse que vous voulez être ici. Ok? Et faites ça en différentes étapes. Moi, un truc que j'aime énormément faire, c'est sectionner ma prépa en 3 étapes. Si je pars sur une prépa de 25 semaines, j'ai une phase de 12 semaines au début, d'accord, qui est ma plus grosse phase. J'ai une phase de 8 semaines, que j'aime bien, on va dire, 8 semaines, où je vais ralentir un petit peu plus le rythme, mais je vais continuer à tirer. Et ensuite, j'ai une phase, du coup, environ, ça peut aller entre 4, 5, 6 semaines, ça peut dire, en fonction des gens. Voilà, on va dire que le but, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir cette dernière phase-là, où c'est une phase vraiment tranquille, où on a un physique qui est presque prêt, mais il nous reste des zones qui sont récalcitrantes, et on essaye de tirer un petit peu dessus, sans venir faire perdre de masse musculaire au physique. Donc on va dire que sur les 12 premières semaines, je vais perdre environ 50%, voire même plus, allez, 60% de la masse grasse que je veux perdre. 60, ouais, à peu près ça. Les 8-10 semaines suivantes, j'aimerais, du coup, les 8 semaines suivantes, j'aimerais perdre environ 25-30%. Donc il me restera environ 10-15% de masse grasse à perdre sur ce que je veux réellement. Donc c'est pour ça que mon poids de corps, je ne vais pas perdre énormément sur les 4-5 dernières semaines, je vais peut-être perdre 1 kg, 1,5 kg, pour éviter justement de trop défoncer mon athlète. C'est comme ça que je fonctionne. Pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Les personnes qui actuellement ne sont pas arrivées forcément prêtes avec moi, il y a eu des petits trucs potentiellement qui ont fait que la prépa s'est pas très bien passée. Mais si vous avez toutes les conditions de votre côté, franchement, ce genre de méthode marche excellemment bien. Ok? Et au moins, vous aurez moins à vous prendre la tête sur la fin en mode « Putain, il me reste que 3 semaines de prep, j'ai l'impression que mon physique est pas du tout prêt, je suis hyper fatigué, je dors pas très très bien. » Voilà, prenez de l'avance sur ça, ça vous sauvera tout le temps. Ok? Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce podcast. Je referai peut-être une suite à celui-là, je verrai. En tout cas, merci de votre écoute, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain podcast la semaine prochaine ou la semaine d'après, vu que maintenant j'ai aussi des vlogs que j'espère que tu regardes. Ciao, ciao.